Bonsoir à tous, bonsoir à vous tous qui êtes déjà très très largement connectés. Vous êtes plus de 200 inscrits ce soir pour le direct de l'AFA. Ce direct qui va traiter des voyages, eh ben oui, c'est normal, hein, c'est bientôt les vacances pour tous, enfin, je l'espère pour vous. Et c'est vrai que beaucoup de personnes à l'AFA nous posent des questions sur comment voyage-t-on quand on a une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Je suppose qu'il y a déjà beaucoup d'expériences parmi vous, de gens qui ont voyagé relativement loin. Mais je suis quand même ravie aujourd'hui d'accueillir Jérôme, qui est un voyageur, Jérôme Lehmann, qui est un voyageur qui a une grosse expérience de voyage et qui va nous parler de son expérience de voyage à travers le monde, en tout cas dans beaucoup de pays. Et j'ai aussi le grand plaisir d'accueillir le professeur Xavier Buterne, qui est gastroentérologue au CHU de Nice, et qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, et quelles sont les précautions à prendre. Donc, ravis tous les deux de vous accueillir et merci beaucoup d'être présents avec nous. Avant de commencer cette petite présentation par Xavier Buterne, juste pour vous dire que c'est important, vous savez déjà, vous connaissez par cœur le fonctionnement maintenant de ce direct. Vous avez des onglets sur votre droite. Donc, si vous avez envie de poser des questions à nos invités, il faut le faire dans l'onglet « Questions » à droite. Et puis, si vous avez envie de discuter encore plus à droite entre vous, eh bien, vous pouvez aussi le faire dans l'onglet « Chat ». Et je vois déjà que plusieurs personnes se sont dit bonsoir, et je dis déjà bonsoir, et d'ores et déjà bonsoir à tous. Et puis, je propose à Xavier Buterne de commencer le topo sur les précautions à prendre quand on voyage et qu'est-ce qui est compatible ou pas avec une Mickey. Et puis, on se retrouve après. Bonsoir Anne, merci encore pour cette invitation. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être connectés. Alors on va essayer d'être très pratique. Moi je vais vous faire part un peu de mon expérience et puis de quelques recommandations donc, sur en fait ce qu'il faut faire ou pas faire quand on voyage avec une Mickey, les précautions à prendre au départ, etc., etc. Surtout on va essayer d'être pratique, on va échanger et puis on a la chance d'avoir un expert du voyage avec nous, donc on va pouvoir discuter. Voilà. Donc voyager avec sa Mickey, d'abord, avant tout, hein, c'est bon, voilà, c'est possible. C'est pas parce qu'on est Mickey qu'on peut pas voyager. Alors, si on peut avoir la diapo suivante, je vous propose, pour commencer, de tester. Bon, avec trois petites questions. Hein, bon, personne n'est noté, rien en fait. Bon, mais je vous propose de voter pour tester un peu nos connaissances. Alors, c'est Julie. Elle a 26 ans, donc elle a une maladie du Crohn. Elle est traitée par infliximab en sous-cutané. Vous savez, le Rémical maintenant, qui est en sous-cutané. Elle fait une injection toutes les 2 semaines. Elle part en Afrique du Sud avec son compagnon et pendant 1 mois et demi. Alors, voilà trois phrases, trois questions, et puis oui ou non, quoi, en fait, à chaque fois. Alors, si on peut avoir les questions, puis vous votez. Du coup, moi, je ne les vois pas, les questions. Oui, alors donc effectivement, Xavier, tu ne les vois pas les questions. En fait, les trois questions sont effectivement sont déjà en ligne. Donc la première question, c'est elle ne peut pas se rendre en Afrique du Sud car elle fait une escale par un pays où la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'elle ne peut pas se rendre dans le pays où le vaccin, dans le pays? Alors, en fait, explique-moi, Xavier. En gros, Elle ne peut elle pas se va dans un rendre pays. en Afrique du Sud parce qu'elle doit faire escale dans un Ouais. pays où la fièvre jaune est obligatoire. Et comme, bon, voilà. Et donc, oui ou non, en fait. Hein. Voilà. La deuxième, ça concerne, je crois, Les bagages à main, est-ce qu'elle bagages. peut Hein, voilà. Donc, transporter? l'affirmation, c'est. Si tu vas dans l'onglet sondage, en fait, tu peux les avoir, hein, les sondages. Elle peut D'accord. transporter ses traitements en bagage à main, vrai ou faux? Et la Voilà. troisième, qui est aussi intéressante, c'est elle ne peut pas prendre, en gros, le médicament anti-paludéen du fait de sa maladie. C'est contre-indiqué. Vrai ou faux? Voilà. Donc on attend un petit peu On attend pour. un peu les réponses. Voilà.
Alors, ça commence à monter un petit peu. Donc, je répète, hein, donc la première phrase, c'est « Elle ne peut pas s'y rendre en Afrique du Sud car elle fait escale dans un pays où la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire. » Est obligatoire. La deuxième, c'est « Elle peut transporter ses traitements en bagage à main. » Et la troisième, c'est « Elle ne peut pas prendre la chimioprophylaxie antipaludéenne. » Alors, je pense je vais donner les résultats, mais sur le petit onglet à droite de sondage, le premier résultat, elle ne peut pas s'y rendre parce qu'elle fait une escale dans un pays où la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire. Il y a 69% de personnes qui ont répondu que c'est faux et 33% de personnes qui ont répondu que c'est vrai. Donc, ils sont forts, hein, oui, c'est faux. Alors, pourquoi c'est faux? C'est vrai qu'elle ne peut pas faire la vaccination contre la fièvre jaune parce que elle a un traitement immunosuppresseur et il faudrait l'arrêter 2 mois avant, le reprendre après. Enfin, c'est compliqué. Hein. Par contre, on peut tout à fait voyager et l'escale n'est pas comptée comme le fait de séjourner dans un pays. On reste à l'aéroport, voilà, et donc c'est possible de faire escale dans un pays où la fièvre jaune est obligatoire, même si on n'est pas vacciné. Donc ça, c'est un point important, donc ça limite moins. On ne peut pas aller dans les pays où la vaccination est obligatoire contre la fièvre jaune, ou alors on se fait vacciner, mais c'est plus compliqué, on en parlera tout à l'heure. Par contre, alors sur la question numéro 2, en fait, vous êtes 96% à répondre vrai sur « Elle peut transporter ses traitements en bagage à main ». Bon, là, j'ai plus rien à dire. Bon, je vous montrerai les bagages à main tout à l'heure. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Et puis, en fait, elle ne peut pas prendre la chimioprophylaxie antipaludéenne. 59% ont répondu que c'était faux, 41% ont répondu que c'était vrai. Donc, c'est plus mitigé. Alors, c'est faux, elle peut la prendre. Hein, elle peut la prendre, en fait, comme tout le monde. Donc, il n'y a pas de, quel que soit le traitement, etc., il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu pour se mettre en bouche, on va dire, ou en jambe, comme on veut. Voilà. Voilà. Donc, je vais dérouler un petit peu quelques diapositives. Et la première, finalement, vous voyez, c'est les précautions à prendre avant le départ. Pour faire une petite synthèse, et puis on reviendra un petit peu dans le détail. Bon, c'est pas forcément exhaustif. D'abord, il faut prendre rendez-vous avec votre médecin. Enfin, si c'est un grand voyage, si c'est un voyage dans un pays, on va dire, c'est sûr que c'est pour aller juste à côté faire un saut en Belgique, c'est peut-être pas la peine, mais pour un grand voyage, c'est bien d'en parler un peu au médecin avant, voilà, pour faire le point surtout sur l'état évolutif de la maladie. Donc les vaccinations, on va en parler largement, bien sûr, être à jour des vaccinations nécessaires pour le voyage, et puis peut-être c'est le moment de se mettre à jour des autres vaccinations. Prendre une garantie assistance et rapatriement. Donc là, j'ai vu que sur le site de l'AFA, il y avait beaucoup de choses, etc. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Moi, je ne suis pas un expert des assurances, mais peut-être que Jérôme, tout à l'heure, nous dira, lui, ce qu'il a pu faire, etc. En cas de voyage en Europe ou en Suisse, il y a la carte européenne d'assurance maladie. Alors là, il est écrit qu'ailleurs dans le monde, les soins médicaux urgents peuvent être pris en charge par la caisse d'assurance maladie. Oui, d'accord, mais méfiez-vous, parce que ce n'est pas le même prix. Si vous tombez malade aux États-Unis, vous allez comprendre que le coût de la santé n'est pas le même dans ce pays que dans le vôtre, et on vous remboursera sur les tarifs français. Donc, j'ai un copain qui avait fait une appendicite à Boston, ça y a coûté pas mal d'argent. Emportez votre dernière ordonnance et les notices de tous vos médicaments, ça on va en parler. Faut évidemment prendre la quantité de médicaments suffisante pour la durée du séjour, peut-être quelques jours de plus en cas de problème. Voilà, le sac isotherme, on en reparlera. Gardez vos médicaments dans vos bagages à main, surtout pas évidemment en soute, parce que si on perd sa valise, c'est un problème. Et je vous montrerai tout à l'heure le certificat en anglais et en français. Voilà. Et puis on parlera pas mal du soleil, évidemment, qui est important. Je parlerai un petit peu aussi de la chaleur. Alors, on conseille donc, avant de partir, évidemment, si vous êtes en pleine poussée, c'est peut-être pas le meilleur moment, quoi. Voilà. Donc, il faut essayer d'une période de rémission. Alors, ça peut être une poussée récente avec
même un début de traitement corticoïde par exemple, etc. Mais il faut attendre d'être un petit peu en rémission et partir en pleine poussée, c'est peut-être pas le meilleur moment, ça peut pas mal gâcher le voyage. Donc les recommandations, c'est quand même ça, d'être plutôt en phase de rémission, voilà. Alors, vous avez beaucoup de fiches dédiées sur le site de l'AFA, donc comme le guide du voyage, etc. On va vérifier le statut vaccinal, on en reparle. Il y a les sites de l'Institut Pasteur pour les recommandations spécifiques à chaque destination. Je vous montrerai tout à l'heure et vous aurez les liens. Hein. Voilà. Alors, ça, il faut savoir que les vaccins vivants sont contre-indiqués sous immunosuppresseurs, traitement biologique ou cortisone de plus de 20 mg par jour. Alors, c'est surtout la fièvre jaune, bien sûr, hein, qui pose problème. Et donc, parfois, on arrête le traitement pour faire la fièvre jaune, mais ça pose d'autres problèmes. Et puis d'autres virus plus rares, en fait. Hein. Et bien, pourquoi c'est contre-indiqué? Parce que comme c'est un virus vivant, on peut contracter la maladie avec le vaccin. En tout cas, il y a des cas comme ça qui ont été publiés. Et donc, dans ces cas-là, il faut arrêter la biothérapie 3 mois avant le vaccin et la reprendre que 3 semaines après. Donc, c'est quand même compliqué. Voilà. Je vous parlerai de la trousse de secours. Hein. J'insiste sur la protection solaire, on en reparlera, mais aussi de la chaleur. J'ai discuté récemment là, avec une patiente, et je vous donne bien ce qu'elle m'a raconté, ça m'a un peu horrifié. Et vérifier, donc, ayez une assurance adaptée. Voilà, bien sûr. Donc ça, c'est un peu indigeste, hein, c'est le tableau des recommandés des vaccinations chez les adultes, donc on va rentrer plus dans le détail. Vous avez surtout l'intérêt, c'est que vous avez tout sur le site donc santé.gouv, et donc tous les vaccins qui sont, bon, la plupart on est vaccinés, il ne faut pas avoir peur du tableau parce que on est vacciné tout petit, puis il y a des rappels, etc. Je vais insister sur les nouveautés, parce qu'on a des nouveautés en vaccination et on est vachement content d'avoir certaines nouveautés. Et je pense que vous ne les connaissez peut-être pas encore, voilà. Donc on va passer un peu sur le tableau qui n'est pas lieu d'être, voilà. Alors, sachez que vos médecins, ils ont ces tableaux, etc. Alors, les nouveautés, c'est quoi? D'abord, le vaccin contre le pneumocoque, ça a changé, ça s'est beaucoup simplifié. On a un nouveau vaccin qui agit sur 20 souches différentes du pneumocoque. Alors, vous savez, le pneumocoque, c'est une infection qui touche les poumons, ça fait des pneumonies graves. C'est recommandé chez beaucoup de patients qui sont traités par biologiques ou immunosuppresseurs, et même des gens non traités, mais personnes âgées, bien sûr. Voilà, et avant, c'était un petit peu compliqué. Il y avait un vaccin qui s'appelait le VPC-13, puis un rappel 2 mois après, etc. Et maintenant, il n'y a plus qu'une dose unique, voilà, de VPC-20. Donc, si vous n'avez jamais été vacciné et que vous décidez de vous vacciner, vous avez une dose à faire et c'est terminé, vous êtes tranquille et normalement à vie. Donc, c'est un vaccin extrêmement bien toléré. Voilà. Alors, la nouveauté aussi qui est extrêmement importante, on l'attendait depuis des années, c'est le nouveau vaccin contre le zona, le Shingrix. Alors, il est disponible en pharmacie depuis 2-3 mois, mais il coûte cher, hein, c'est-à-dire que pour les 2 doses, ça coûte 350 €. Et on vient d'avoir un remboursement. Alors, le remboursement, c'est encore un peu compliqué parce que c'est une dispensation par les pharmacies hospitalières. Je crois qu'il y a une phase de transition. Et c'est extrêmement important pour un médicament nouveau les nouveaux, pas si nouveaux que ça fait de 4-5 ans qu'il y en a eu un déjà, qui sont les médicaments anti-JAK, hein, c'est ces comprimés qu'on prend et qui jouent sur ce récepteur. Et là, pourquoi? Parce que ces médicaments favorisent le risque de zona. Et on a quand même pas mal de zona, jusqu'à 10% de zona, et donc c'est extrêmement important de pouvoir vacciner les gens avec un vaccin inactivé, hein, alors qu'avant on avait un vaccin vivant et donc on ne pouvait pas l'utiliser. Donc très important. Alors, revenons vraiment plus précisément au voyage. Je voudrais insister sur l'hépatite A. Parce que tout le monde n'a pas contracté l'hépatite A. Beaucoup de gens l'ont contracté. Vous avez mangé des moules, vous avez attrapé ça par l'alimentation, par les mains, peu importe. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'hépatite A, mais il y en a qui sont négatifs. Vous partez en Thaïlande, je n'ai Thaïlande comme d'autres, hein, voilà. C'est des pays à forte endémie. Si vous attrapez l'hépatite A, vous avez pourri vos vacances. C'est pas une maladie mortelle, hein, mais voilà, l'hépatite A, on est malade quelques jours après le départ, vous avez une jaunisse, etc. Vous êtes super malade, donc il faut se vacciner contre l'hépatite A. Attention parce que des fois, c'est pas évident d'avoir le vaccin, il y a quelques ruptures de stock.
Moi, j'ai une expérience personnelle pour mon fils hein, lorsqu'il était parti et on avait eu du mal à trouver le vaccin. Voilà. Donc, voilà. Les consultations du voyageur vous expliquent très très bien ça. C'est bon, c'est assez simple comme vaccin à faire, c'est très bien toléré. Alors qu'en France, quand on vit, bon, il est recommandé dans le tableau vaccinal, mais il n'est pas indispensable. Pour le voyage, je trouve que c'est vraiment dommage d'aller attraper une hépatite A. Alors une fois de plus, ça c'est pas une maladie mortelle, il n'y a pas d'hépatite chronique, mais enfin c'est quand même embêtant. Alors après, voilà, ça c'est surtout pour vous montrer les sites, hein, l'Institut Pasteur, le ministère des Affaires étrangères, et là, ce que je ne sais pas moi, hein, les vaccins à effectuer spécifiquement dans chaque pays, hein, donc ça c'est vraiment des trucs très pointus, c'est individuel en fonction de chaque pays, et Jérôme nous dira peut-être tout à l'heure lui comment il a fait, etc. Mais voilà, donc il y a des recommandations pour chaque pays, etc. Là aussi, vous pouvez aller consulter dans les services de maladies infectieuses dans les différents hôpitaux en France où il y a des consultations du voyageur. Moi, j'envoie volontiers mes patients à la consultation du voyageur et on fait le point, on personnalise vraiment les choses. Alors, l'avion. L'avion, comment est-ce qu'on peut voyager en avion avec ces traitements? Ben oui. Hein, donc, il faut d'abord demander à votre médecin de remplir un certificat médical en anglais. Alors, en général, oh là là, ben moi, j'ai pas envie de faire un truc en anglais, etc. Eh ben, c'est très simple. Voilà, c'est très simple. Voilà. Donc, vous avez les certificats tout faits, hein, voilà, et en deux langues. Il n'a plus qu'à dater et signer, et qui dit que ce traitement nécessaire pour monsieur ou madame, il peut le garder dans la cabine de l'avion, les seringues, les stylos auto-injecteurs. Les traitements doivent être transportés dans un sac isotherme et maintenus à une température entre 2 et 8. Donc, c'est important pour passer le contrôle de sécurité, dans l'avion, évidemment, pour les stewards et hôtesses de l'air. Donc, on le transporte en bagage à main dans un sac isotherme. Vous pouvez utiliser la petite glacière de base qu'on utilise pour pour mettre son repas du midi ou aller à la plage ou je ne sais quoi. Mais il y a mieux. Alors, il y a la Rolls-Royce du sac isotherme, le voilà. Voilà, les Cool Medicube, il y en a d'autres hein, de ce style. Alors, pourquoi c'est la Rolls-Royce? Parce que ça garde on garantit la température pendant 36 heures. Donc là, c'est quand même intéressant en cas de retard, en cas de voyage vraiment dans un pays très très lointain, etc. Et j'ai regardé sur Amazon hier, ça coûte 84 € quand même. Hein, voilà, donc c'est pas donné du tout, évidemment. C'est pas remboursé, bien évidemment. Donc voilà, soit vous payez ça, ou soit sinon, bah, vous pouvez changer vous pouvez changer aussi comment ça s'appelle, les glaçons dans les avions, on peut vous donner, voilà, mais enfin, il faut se renseigner si vous avez des glacières qui tiennent moins longtemps. Alors, beaucoup des produits biologiques, notamment en stylo maintenant, ont en fait une durée de conservation à température ambiante qui dépasse les 20-25 jours. Donc, il ne faut pas s'affoler si vous arrivez qu'il fait 8 ou 9 degrés dans la glacière ou 10 degrés. C'est zéro problème parce que vous allez faire l'injection dans le mois et donc il n'y aura forcément aucun problème. Il ne faut pas que ça soit au chaud, quoi. Voilà, hein. Voilà. Pour la conservation dans un frigo, dans un avion, c'est pas à chaque fois. Hein. Il y en a compagnies qui veulent pas et tout, c'est pas gagné, ça. Hein. Il y en a qui veulent pas prendre la responsabilité, donc on peut très bien vous dire non, on peut pas. Hein. Alors, on peut, pour les voyages courts, on va dire, c'est souvent des injections tous les 15 jours, mais parfois toutes les semaines, on peut décaler des fois de quelques jours. Vous voyez, en disant, bon, bah, je fais mon injection habituellement je sais pas moi, le samedi, mais je vais partir le jeudi, bah, je vais décaler au mercredi, puis je redécale au retour pour pas prendre qu'un jour ou deux de retard, ça c'est possible. Repasser à la forme IV, moi je ne suis pas très favorable, je l'ai marqué parce que certains le disent, mais il y a des problèmes immunologiques et tout. Quand on est passé d'une voie intraveineuse à la voie sous-cutanée, c'est pas forcément idéal. Voilà. Alors très important parce que moi je me l'applique à moi-même. Hein. C'est pas que pour les patients qui ont une micaine. Vous savez, quand on a une inflammation chronique et tout, il y a plus de risque de thrombose. Il y a des médicaments qui favorisent la thrombose. C'est la phlébite dans les avions. Hein. Il y a des morts tous les ans. Hein. C'est très très grave. Hein. Donc il faut faire très attention sur les longs courriers. Donc comment faire? D'abord, se lever dès que possible. Hein. Dès que vous sur des vols de 7-8 heures, bah, vous marchez toutes les heures et demie, vous allez un peu aux toilettes, vous revenez, etc. Il y a des endroits où on peut stationner un peu debout, bouger les jambes hein, tout le temps, c'est très important. Hein. Il faut boire beaucoup, et pas d'alcool, hein, parce que l'alcool, ça déshydrate, hein, donc ça favorise évidemment les thromboses, donc boire. Hein. Les bas de contention, c'est pas marrant, mais moi personnellement, je mets des bas de contention, vous voyez. Hein, donc, bon...
Anne le sait, on a un ami qui est décédé de ça, hein, et donc c'est vraiment très très grave la phlébite parce qu'on peut faire une embolie pulmonaire, donc il faut vraiment penser à ça dans les longs courriers, etc. Dans certains cas, on peut discuter les anticoagulants juste pour le voyage, par exemple faire une injection d'héparine de bas poids moléculaire la veille. Bon, c'est un peu spécialisé, donc voilà, mais ça, faut en parler avec votre médecin, mais surtout pensez à la possibilité d'une phlébite dans l'avion, voilà. Donc ça, c'est voilà. Alors, la trousse à pharmacie, qu'est-ce qu'on va mettre dans la trousse? Eh bien, donc, si vous avez besoin de plus d'un mois, d'abord sur l'ordonnance, si vous partez tout à l'heure, hein, la patiente, elle partait 1 mois et demi, il faut demander que votre médecin marque sur l'ordonnance, donner l'intégralité du traitement en une fois. Hein, et ce qui permet que, par exemple, si vous avez, il vous faut deux injections par mois et que vous allez partir 1 mois et demi, ben, vous aurez les 3 injections ensemble. Sinon, le pharmacien n'est pas habilité à vous le donner. Hein. Les petits médicaments qui vont vous aider. Hein. Alors les antidiarrhéiques, hein, donc l'imodium, l'opéramide, le Questran, hein, que beaucoup, je sais, prennent, hein, bien sûr, le Smecta aussi, hein, donc toujours en avoir un petit peu, etc., ça peut être utile. Alors, faut pas en prendre trop, hein, ça sert à rien, mais faut en prendre. C'est bien d'avoir des antibiotiques, surtout quand on a une maladie de Crohn, par exemple, on peut faire un abcès, etc. Donc, c'est souvent le Ciflox et le Flagyl, donc peut-être avoir mes antibiotiques pour 3-4 jours. Et moi, je fais souvent l'ordonnance aux patients et ils le prennent à la pharmacie, puis ils s'en servent, j'espère pas, mais voilà. Hein. Alors attention au Ciflox et à l'ofloxacine, parce que quand on se met au soleil, c'est pas bon. Voilà, et des risques de tendinite si on fait une activité sportive intense. Voilà, le métronidazole, donc ça c'est le Flagyl. C'est bien d'avoir une petite boîte de cortisone, hein, en cas de poussée, ça peut dépanner. Hein. Moi, je suis pas contre l'automédication, on en parle avant, etc. Et ben ça va pas, je fais une poussée, j'étais stressé pendant le voyage, machin, etc. Boum, voilà. Les antispasmodiques, une boîte de Spasfon, une boîte de Débrida, bien sûr. Antalgique, surtout le paracétamol. Alors attention, là j'ai un patient récemment, il a été pris par la police. Et il a été gardé pendant 2 heures, donc c'était en Égypte, hein, parce qu'il avait du tramadol. En fait, le tramadol est interdit en Égypte et c'est considéré comme un stupéfiant, alors que voilà, donc il avait l'ordonnance, il avait tout. Donc il faut se renseigner, ça, il y a des pays qui suivent, voilà. Et donc on peut quasiment vous prendre pour un trafiquant de drogue, parce que vous savez que le tramadol, on peut avoir une accoutumance, etc. C'est utilisé par des gens qui sont addicts, hein, et donc il y a des pays qui l'interdisent, voilà. Je ne connais pas le détail pour les traitements morphiniques et tout, mais ça ne doit pas être évident. Voilà. Les antipaludéens, on en a parlé, donc il faut, dans les pays où c'est recommandé, donc là c'est spécifique à chaque pays. Et puis vous n'oubliez pas la crème solaire, bien sûr, extrêmement importante, les protections maximum. Alors qu'est-ce qui peut vous arriver? Comme tout le monde, hein, mais bon, quand on a déjà un intestin malade ou une stomie, ou voilà, une tourista, c'est très fréquent, ça survient entre 3-4 jours après le début, et puis 8-10 jours, voilà, entre 3 et 10 jours. Bon, moi, la dernière que j'ai attrapée, je suis resté 24 heures au Maroc et j'ai chopé une tourista, et je l'ai attrapée, et je suis revenu tout de suite, et je lui ai à peine arrivé, vous voyez, donc c'était 24-48 heures. Donc, comment on évite? On se lave fréquemment les mains au savon. On mange des aliments plutôt cuits. Hein, ça tue les bactéries. C'est une bactérie, là, c'est essentiellement, ou un virus. Hein, voilà. Voilà. Peler les fruits, les boissons en bouteille, les glaçons. Faites gaffe aux glaçons. Hein, voilà. Moi, je crois que j'avais attrapé ma tourista avec un mojito plein de glaçons, probablement. Les pastilles pour désaffecter. Et alors, un buffet dans un hôtel, ça ne vous met pas à 4 étoiles, ça ne vous met pas à l'abri. Hein, voilà. J'ai même vu un jour une patiente qui a fait vraiment une affection très très grave, alors que c'était dans un grand hôtel. Voilà. Donc, alors que faire en cas de tourista? Parce que ça peut arriver. Hein. Bon, il y a des formes pas graves, il y a des formes plus sévères. Hein. Surtout la déshydratation. Donc il faut boire. C'est vraiment, voilà, et surtout alors quand on a déjà de la diarrhée, quand on a une stomie, etc., il faut boire énormément, hein. Eau à température ambiante, du sodium, du sel, hein, mettre du sel carrément, ou alors des gélules de sodium, ça c'est pas mal peut-être à amener aussi d'ailleurs, hein, parce que le sel, c'est pas évidemment pas terrible comme ça, mais en gélules de sodium, du sucre, amidon, du riz bien cuit, etc., enfin les conseils habituels en cas de diarrhée, mais boire, et faire très attention à la déshydratation.
Alors le coca, par exemple, ça c'est parce que le coca, il y a du sucre et il y a du sel dedans. Voilà. S'il y a des signes d'alerte, de la fièvre, du sang, évidemment, faut consulter. Hein, voilà. Euh, et puis les médicaments qui sont dans la trousse, donc les ralentisseurs du transit, et éventuellement les antibiotiques si ça dure. Hein. Donc voilà. Alors quels autres risques, hein, je sais que certains ont des sténoses digestives, c'est-à-dire un rétrécissement dans l'intestin. Et en fait, souvent, vous faites attention à la maison, vous avez un régime, tiens, je peux pas manger ça, il faut que je pèle bien les fruits, les carottes, quand je les râpe un peu fines, la noix de cajou, ça peut se coincer dans la sténose, etc. Le problème, c'est que quand on part en voyage, on se lâche un peu. Hein. Et moi, j'ai eu plusieurs patients, alors pas forcément dans des grands voyages, mais des patients qui partaient, qui allaient manger au resto, etc. Ben oui, hop, il faut une occlusion alors qu'ils sont en voyage, parce qu'ils ont coincé je sais pas moi, une salade avec des choses un peu trop fibreuses, etc. Donc pensez à ça. Faut continuer à faire attention malheureusement quand on est obligé de faire un régime un peu restrictif pour les sténoses et pas trop se lâcher. Voilà. La tuberculose, ben, on n'y peut pas grand-chose, mais y penser au retour d'un pays d'endémie, hein, quand il y a une fièvre, etc. Donc c'est plus médical, on va dire, mais il faut faire attention, bien sûr. Alors, le soleil, hein, bien sûr, hein, bon, tout le monde le sait maintenant, hein, donc les lunettes de soleil, le chapeau, voilà, etc. Les vêtements amples, la crème solaire, pas d'exposition, etc. Mais la chaleur, hein, la chaleur. Alors je vous dis une petite anecdote, là, je discutais avec une patiente cette semaine là, qui est grecque. Elle me dit, bah, je retourne en Grèce, etc. Et je dis, mais il fait pas trop chaud et tout, elle est pas loin d'Athènes. Elle me dit, mais oui, il fait très très chaud, on a de plus en plus d'épisodes de canicule, etc. avec le réchauffement climatique. Et elle me dit, on trouve maintenant tous les ans des gens qui sont morts sur des îles. Ils partent, leur excursion est prévue. Donc, il y a tel jour, on prend le bateau, on va sur l'île, on vous lâche sur l'île toute la journée, vous faites des randos et tout, ils n'ont pas assez d'eau, ils boivent pas assez. C'est souvent des personnes âgées, mais voilà, ils ont trouvé des gens qui sont morts de déshydratation, quoi. Donc, il faut faire très attention. Alors que si vous étiez dans votre ville habituelle, il fait extrêmement chaud, vous ne sortez pas et vous restez à l'ombre et vous sortez le soir. Mais là, quand vous avez l'excursion qui est prévue, etc., vous ne faites pas gaffe. Donc, il faut vraiment penser à ça. De temps en temps, il vaut mieux peut-être abandonner une excursion ou en tout cas prévoir suffisamment à boire, etc., plutôt que de risquer une déshydratation, ce qu'on appelle le coup de chaleur, etc. Alors, ça peut être bénin, mais ça peut être très, très grave, hein, bien sûr. Surtout, par exemple, les patients qui sont iléostomisés, là, il faut faire donc très attention à ça, prévoir les boissons, et voilà. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, on pourra discuter on va discuter largement, je pense, on va voir l'expérience de Jérôme. Donc, pas de limitation, vous pouvez partir en voyage, bien sûr, hein, le but c'est d'essayer de vivre le plus normalement possible. Faut planifier le mieux possible, éviter ça pendant les poussées, mettre à jour les vaccinations, quelques conseils, vous l'avez vu, de bon sens, notamment par rapport à la chaleur, la boisson, etc. Les certificats de transport et puis la trousse à pharmacie. Voilà, je vous remercie et puis ravi de discuter avec vous et encore merci pour l'invitation. Merci beaucoup Xavier. Alors, on va passer tout de suite la parole à Jérôme parce que c'est vrai que en entendant Xavier, c'est vrai que c'est super important effectivement de prendre des précautions, notamment quand on part dans des pays étrangers. Jérôme, peut-être que vous pourriez vous présenter un petit peu et dire un petit peu qui vous êtes, quel est votre âge et comment ça s'est venu en fait ce projet de voyage vers Minky à travers l'Europe. Bonjour. Écoutez, déjà merci de m'avoir invité à cette conférence. Ça me fait vraiment plaisir. Alors du coup, j'ai 39 ans, ça fait 10 ans que j'ai la maladie de Crohn. Et on m'a ôté le côlon et le rectum, du coup que je vis sans côlon. Alors comment est venu le projet Voyage vers Missy. En fait, c'est vrai qu'en sortant de l'hôpital, on m'a un peu annoncé que la vie allait être totalement différente, qu'on va plus pouvoir manger certaines choses, que la vie allait changer. Du coup, moi, ce que je m'étais dit, c'était non, pas forcément. J'ai toujours envie de voyager, j'ai toujours envie de manger ce que je veux, en dehors des poussées, bien sûr. Et du coup, c'est comme ça qu'on avait décidé avec mon ex-femme de programmer un tour du monde, de sortir de notre zone de confort, de lâcher nos vies plus ou moins sédentaires et de partir à l'aventure. Alors, tout ça en mode slow travel, car on était tous deux issus de formation environnementale. Du coup, voyage vers pour la couleur, l'environnement, etc. Et de Missy, pour la maladie. Alors, l'idée était du coup de partir
à l'aide de nos jambes, donc à vélo, à pied, avec le sac à dos, sans jamais prendre l'avion, plutôt les transports en commun, faire de l'autostop et de rédiger des articles sur une partie environnementale et une partie santé au fur et à mesure des pays traversés, en rencontrant justement les associations d'aide aux malades de chaque pays. Ce qu'on a fait jusqu'en Roumanie, où après, malheureusement, j'ai dû être rapatrié parce que j'ai eu un petit problème de santé. Et puis voilà, puis au fur et à mesure, pendant 8 ans, j'ai continué d'alimenter ce site avec des petits voyages, principalement en itinérance. Donc que ça soit à vélo, à pied, etc. Alors, donc d'abord, ça a demandé un effort physique. Est-ce que tu avais pris des précautions avant de partir au voyage? On voit que Xavier nous a fait quand même un listing assez exhaustif, on va dire, des précautions à prendre, notamment en termes de, je sais pas, de vaccins. Tu prenais des traitements? Alors, justement, j'avais arrêté, le traitement que j'avais à l'époque n'était pas trop efficace. Du coup, ce projet, on l'avait imaginé bien 1 an en avance. Du coup, on avait pris le temps justement de ne pas prendre le traitement pour pouvoir faire tous les vaccins possibles en fonction des pays qu'on avait ciblés. Du coup, clairement, mon carnet de vaccination, j'ai quasiment fait tous les vaccins au cas où. Ça, ce projet, vous en aviez parlé ensemble avec ton médecin? Oui, complètement, oui. J'avais totalement mis le médecin dans la boucle, mon gastro-entérologue. On en avait longuement parlé, même pour le traitement que je prenais, donc c'était du Stelara. Comment faire pour le transporter pendant 1 an? Il y avait beaucoup de choses qui étaient très compliquées par rapport à la gestion, dans le sens où l'idée c'était de partir à pied par la route de la soie, du coup traverser les frontières avec une petite valisette avec 10 seringues dedans. C'était un petit peu compliqué. Bon, du coup on a décidé d'arrêter ce genre de traitement, de faire un traitement d'attaque et de partir avec plutôt de l'antibiothérapie. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, en fait, vous aviez décidé finalement une désescalade thérapeutique par rapport au Stelara et puis donc d'avoir vraiment plutôt des traitements qui permettent de pallier aux problématiques. Ouais, voilà. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé alors du coup en voyage avec ta maladie et comment les choses se sont passées? Alors concrètement, alors c'est vrai que je pars toujours comme avec ma petite trousse. En fait, toutes les recommandations de l'AFA, je les applique. Toujours la petite trousse avec le Flagyl, le Ciflox. Parce que c'est vrai que moi, mon problème, c'est vraiment les abcès, les fistules, etc. Enfin, les petits copains de la maladie de Crohn un peu annexes, qui sont vraiment très très embêtantes. Mais bon. Du coup, comment ça se passe? C'est vrai que on fait toujours le point avec le gastro. Et finalement, en fait, après, on se pose pas trop de questions sur le déroulement de la journée. Enfin, pour moi, c'est d'avancer à pied ou à vélo. Et c'est vrai qu'au début, l'angoisse première, c'était vraiment l'accès aux toilettes. L'accès aux toilettes, parce que c'est vrai que dans les grandes villes ou dans la nature, on sait jamais vraiment comment faire. Enfin, surtout au début. Au début. Après, c'est vrai qu'on s'adapte assez facilement. Donc, voilà, pour les petites astuces, c'est vrai qu'il y a toujours les cafés enfin, on explique un peu ce qu'on a, les gens sont compréhensifs. J'ai toujours, moi, sur mon téléphone ou en papier, une petite phrase d'accroche, voilà, qui explique ma maladie en 3 mots. J'ai besoin d'un toilette rapidement. Et généralement, les gens sont super compréhensifs. Enfin, ils vous ouvrent leurs portes vraiment très facilement. Après, c'est pareil, par exemple, pour le soir, tout dépend du type de voyage, du type d'endroit où je dors. Si c'est en bivouac, je vais toujours m'aménager un petit coin, voilà, un petit peu plus loin de la tente, 2-3 petits rondins de bois pour se poser tranquillement. Si c'est en dortoir, je vais toujours demander à l'hospitalier d'avoir un lit peut-être en dessous, pas superposé, toujours avec les toilettes à côté. Après, selon, comment dire, aussi, c'est vrai que par exemple, on adapte aussi son voyage en fonction de ce qu'on a. Je me rappelle quand j'avais la stomie, on était parti en Andalousie. Là, l'idée, c'est d'avoir un point fixe et de rayonner autour. Parce que c'est vrai qu'avec la stomie, avec le matériel qu'on a, c'est un peu compliqué de tout trimballer en itinérance sur 1 mois ou plusieurs semaines. C'est pas la même gestion du tout. Là, par exemple, il y a 1 mois, j'ai fait une grosse partie de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je suis parti à pied, j'ai fait à peu près 500 km à pied et 1200 à vélo. J'avais quasiment rien sur moi, à part les cures d'antibiothérapie
à cause de mes problèmes d'abcès. Forcément, j'ai eu un abcès. Du coup, j'ai dû adapter ce voyage, me faire une semaine de pause, retourner voir mon gastro, qui m'a pris en urgence pour me dire voilà si j'avais le droit de continuer ou pas. Une piqûre d'antibiothérapie pour se remettre d'aplomb. Et puis voilà, après, c'est pas quelque chose de comment dire irréversible. On s'en remet toujours. Pas perdre pied, enfin. Voilà, rester motivé, pour moi, c'est pas quelque chose de. C'est pas un frein. C'est un fardeau peut-être, Oui. mais ça reste. C'est pas. Il faut pas que ce soit un frein en fait le voyage, pas du tout. Et justement, c'est ce que tu disais, c'est l'intérêt aussi, c'est finalement, on voit bien quand même les bénéfices du voyage, des rencontres qu'on peut faire versus rester chez soi à cause de la maladie. Finalement, ça doit pas être un frein. Non, non, pas du tout, parce que honnêtement, c'est vrai que pendant la partie à pied du mois dernier, j'ai beaucoup galéré. Beaucoup, j'avais vraiment très mal, mais finalement, de retour chez moi, j'ai carrément oublié ces moments. Ce qui me reste en tête finalement, c'est les rencontres qu'on fait, les paysages qu'on voit, le bon temps qu'on passe. En fait, on oublie la maladie. On oublie et finalement, enfin moi, c'est ce qui me fait vivre clairement, hein. Et si toi, tu avais un conseil à donner aux personnes atteintes de Niki là, qui nous écoutent pour les voyages, ça serait quoi en fait, ou qui souhaitent voyager? De ne pas avoir peur en fait, vraiment d'y aller. Alors ok, il faut anticiper et s'adapter en fonction de ce qu'on a, mais vraiment, on est en 2024, on trouve tout dans n'importe quel pays. Je suis parti en Indonésie, j'avais tellement peur de la chaleur, de l'humidité, que ce soit moite, etc., de ne pas avoir accès aux sanitaires, mais en fait, c'était même mieux qu'en France, point de vue hygiène. Là, quand je suis parti sur le chemin de Compostelle, il pleuvait, il faisait froid. Toujours un moyen de se laver, l'accès aux toilettes. Enfin, voilà, mon conseil, c'est en fait de ne pas avoir peur et de se lancer. On trouve toujours du secours partout, si on a un gros problème. Effectivement. Et alors toi, tu prenais pas de traitement, mais ce que je vois en fait, c'est que les internautes, certains se posent quand même beaucoup de questions au sujet du traitement. C'est vrai parce que y en a qui veulent partir, par exemple, pour des voyages Erasmus, pour des projets de long terme en fait de voyage où ils ont quand même des biothérapies. C'est un problème. On le rencontre quand même très 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 souvent dans les écoutes que l'on fait à l'AFA. Comment on fait finalement pour partir au long cours dans un pays, 6 mois par exemple, étudier, ou alors qu'on a voilà, une biothérapie. Je ne sais pas, est-ce que toi, Xavier, tu as rencontré je suppose, oui. des personnes qui avaient ce projet. Comment on fait en fait plusieurs fois. pour Qu'est-ce que j'ai en tête, comme j'ai eu Australie, j'ai eu Corée du Nord pendant le Covid, c'est pas mal. Corée du Nord, Corée du Sud, bien sûr, pendant le Covid. Voilà, Canada souvent, etc. Alors, déjà, on fait l'ordonnance, on a le droit de donner l'intégralité du traitement pour 6 mois. Donc là, il faut faire une demande d'entente préalable avec la Sécu. Nous, on fait l'ordonnance donnée pour 6 mois, etc. Ça marche très bien, en fait, hein. Et donc, la personne part pour 6 mois. Il y a moi, par exemple, monsieur qui était parti en Corée, c'était 1 an. Et donc, c'est quelqu'un de là, c'est sa maman, je crois, qui est allé pour le voir, justement, etc. Et donc, qui a amené le reste, l'autre partie, parce que globalement, on ne peut pas se les payer, ces médicaments-là. Donc, il faut avoir les médicaments remboursés. Donc, ça, c'est le problème. Pour voyager, donc voilà, quand on peut voyager avec 15 ou 20 seringues ou stylos, s'il manque c'est écrit sur l'ordonnance, c'est possible. Dans les conditions de Jérôme, c'est pas la même chose. Là, je comprends effectivement pour le Stellara, mais dans des conditions, on va dire, plus classiques, avec avion, etc. Voilà, ça, c'est faisable. Donc, mais j'ai pas mal de patients qui font des études au Canada, etc. Et après, souvent, ils ont l'occasion de revenir, ils reviennent voir la famille, ils reprennent le traitement, ils en profitent pour faire une consulte, ils repartent. Voilà. Mais partir avec 1 an de traitement, je ne crois pas que ça soit aujourd'hui possible. Partir avec l'année de traitement sous forme de seringue ou stylo, je ne crois pas. De notre expérience, effectivement, les personnes, en effet, partent pour 6 mois avec des traitements. Et puis, au bout de la mi-parcours, souvent, ce sont par exemple des stages à l'étranger de 1 an. Ils reviennent en France pour voir la famille et ils repartent avec 6 mois de traitement supplémentaire. Donc, c'est faisable.
c'est surtout faisable parce que effectivement, si on va s'installer aux États-Unis, le traitement n'a pas tout à fait le même coût qu'ici en France, on est pris en charge. On a bien de la chance de l'être. Je vois beaucoup de gens en fait qui sont un petit peu angoissés du fait d'avoir des complications, alors notamment liées à une sténose, ou alors voilà, une sténose qu'on a et qui effectivement à un moment donné, il peut y avoir une occlusion sur place. C'est pas évident quand même de se dire on va se faire opérer sur place avec voilà, on ne sait pas toujours finalement les infrastructures sur place. Donc, ça peut être un peu angoissant, en effet, de pouvoir avoir ce type de pépins de santé. Il y en a aussi qui posent la question en étant iléostomisés, les problématiques qu'on peut aussi avoir, et donc ce problème, en effet, notamment de déshydratation, mais aussi de matériel, hein, qui peut être réel. Jérôme, en fait, sur place, donc, il y a un moment, vous avez dû abandonner votre voyage parce que vous étiez en Roumanie. Et il vous est arrivé un pépin de santé, donc ça peut arriver. Hein. Oui, ça peut arriver. Donc, effectivement, j'étais sur le vélo, puis avant d'arriver en Roumanie, donc c'était encore en Hongrie, j'ai remarqué une grosse boule au niveau de l'emplacement où j'avais la stomie. Ça m'avait vachement inquiété. Puis j'étais en relation à l'époque, enfin, je me faisais suivre à l'hôpital de Vendeuvre à Nancy, où j'étais vraiment en relation avec l'infirmière thérapeutique. Enfin, je savais que j'avais un point d'appui, puis du coup, je lui avais téléphoné, puis elle m'avait dit, bon, bah écoute, faut voir comment ça évolue. Et en même temps, j'avais, récupéré toutes les adresses des associations d'aide aux malades de Crohn de chaque pays. Du coup, je me suis rapproché de l'association de Roumanie, où la présidente de l'association m'a clairement aiguillé sur un gastro-entérologue qui m'a ausculté en urgence et du coup qui m'a donné son avis médical, quoi, soit me faire opérer sur place ou me faire rapatrier pour régler mon histoire en France. Alors du coup, j'ai choisi le rapatriement parce que c'était compliqué de se faire, enfin, c'est pas compliqué de se faire opérer dans un autre pays, mais c'est surtout pour la convalescence, rester un mois seul, ouais. C'est vrai que c'est important, ça, ce que vous dites, Jérôme, c'est que ce que tu dis, c'est que simplement, d'abord, vous savez qu'il y a des AFA, des associations Crohn, de patients Crohn rectocolite hémorragique partout en Europe et partout dans le monde. C'est vrai qu'on nous demande souvent la liste et on peut mettre en relation en fait avec d'autres associations sur place pour qu'éventuellement il puisse y avoir un réseau qui sur place peut vous aider effectivement, et la preuve c'est efficace. Donc je pense que ça peut être aussi un bon conseil pour les personnes qui souhaitent voyager. Alors je ne sais pas si en Thaïlande par exemple il y a une association, ça j'en suis pas sûre, mais quand même dans les grands pays étrangers, vous avez quand même beaucoup des associations de patients sur lesquelles on peut vous aiguiller. On a d'autres questions. Pour l'occlusion, Anne, je dirais un mot parce que ça angoisse beaucoup l'occlusion et c'est un peu le terme, c'est un peu épée de Damoclès, etc. Bon, il y a une sténose, on sait quoi. Souvent, quand même, voilà, il y a une occlusion, une subocclusion à cause d'un aliment qui s'est bloqué, etc. On va aux urgences, on peut être hospitalisé, perfusé, on fait un peu de corticoïdes. Souvent, ça passe assez rapidement quand même. Hein. Le dernier cas que moi j'ai vu, quelqu'un qui était en voyage justement, bon ben voilà, il est hospitalisé, c'est passé au bout de 48 heures. Après il a pu revenir, récupérer le scanner, on a vu, mais ça a pu passer. Donc c'est pas toujours l'opération immédiate en extrême urgence sur place. Hein, c'est vraiment dans les complications gravissimes. Donc et dans la plupart des pays, on est capable de vous faire passer une occlusion avec une aspiration digestive. Alors, c'est pas rigolo, hein, d'aller, je minimise pas, mais je veux dire, c'est pas forcément l'opération sur place. Voilà. Mais voilà. Juste pour... Donc, on demande, alors j'ai essayé de répondre à quelqu'un qui souhaitait savoir en fait où est-ce qu'on peut trouver la liste des associations de patients dans le monde. En fait, vous pouvez aller surtout sur la liste de la Fédération européenne en fait des associations, hein, l'EFCA, European Federation of Crohn and Colitis Associations, et vous aurez en fait toutes les associations qui sont d'ailleurs au-delà de l'Europe, qui sont des associations de patients avec lesquelles, évidemment, l'AFA a régulièrement des relations.
C'est vrai que, Xavier, tu parlais des nouveautés en vaccination, donc je pense que c'est important en fait de mettre à jour. Il y a une grosse actualité en termes de vaccination, il y a une vraie recherche en termes de vaccination, donc ça c'est plutôt bien. Toutes ces vaccinations en termes de nouveautés, c'était des vaccinations qui sont des vaccinations de vaccins qui ne sont pas vivants. Hein. On est d'accord, Tout à fait. Tout à fait. D'accord, on est d'accord sur notamment le pneumocoque. Donc, le pneumocoque, ce que ça apporte, c'est une injection au lieu de 2 et pas de rappel. Donc, c'est hyper simple et c'est surtout, il y a plus de souches. Donc, on pense qu'il est plus efficace. Hein. Et le vaccin contre le zona, alors il est utilisé, remboursé aux États-Unis depuis plusieurs années. Nous, il était disponible, mais il n'était pas remboursé. Il était disponible que récemment, etc. On l'attendait avec impatience et ça, c'est vraiment hyper important pour certains traitements, pas tous. Hein. Il y a des indications très précises. Nous, on n'utilise pas encore pour tous les traitements, mais en tout cas pour les anti-JAK, on le propose systématiquement parce que là, on a quand même beaucoup de cas de zona et c'est pas rigolo d'avoir un zona. Hein. Ouais. Et donc, ça, c'est quand même des gros progrès. Hein. Et puis, j'insiste un peu. Bon, Jérôme, j'imagine qu'il était vacciné, mais vous l'avez eu, l'hépatite A. Et ça, c'est quand même vraiment, quand on part 15 jours quelque part, se choper l'hépatite A dans le pays, c'est vraiment malheureux, quoi. Parce qu'on se pourrit les vacances alors qu'il suffit d'un vaccin pour ne pas l'avoir. Quand on ne l'a pas eu, on ne l'a pas eu avant. Alors, on nous pose beaucoup de questions aussi sur l'assurance. Jérôme, tu avais pris une assurance, toi, rapatriement et ouais, complètement. J'avais pris une assurance privée. Alors, je ne me rappelle plus exactement comment est-ce qu'elle s'appelait. Mais bon, bref, du coup, elle avait vraiment. Enfin, c'est obligatoire pour moi. Dans le sens où. Elle couvrait le risque de la maladie et tout. C'était. Complètement, ouais, justement, complètement. C'était ça l'idée. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais celle-ci le faisait et du coup effectivement c'était quoi, c'était en 2017 quand on m'a enlevé le côlon, j'avais prévu un voyage en Islande, j'ai réussi à tout me faire rembourser ainsi que le voyage de mon ex-femme, voilà. D'accord. Peut-être si tu peux donner le nom de cette assurance à un moment, on pourrait peut-être. Mondial Assistance, Mondial Assistance. Ouais. Et de cette assurance. Les patients galèrent un peu avec les remboursements des assurances. C'est un gros travail. Quelques assurances pour faire rembourser parce que pousser, sévère, etc. Mais ils discutent, etc. C'est pas toujours simple. Hein. Bon, c'est pas spécifique, j'imagine, à la maladie. Bon, on avait passé plusieurs semaines à faire des lettres, à récupérer tous les documents pour pouvoir tout se faire rembourser. Hein. Pareil, quand j'étais en Roumanie, demander au médecin de faire des certificats, etc. Mais on y arrive, hein. Au bout du bout, on y arrive, mais c'est pas facile. Hein. Il y a aussi des gens qui envisagent carrément de s'expatrier. C'est vrai que du coup, ça veut dire être pris en charge sur place. Et alors là, c'est un tout autre assez différent. Alors je ne sais pas quel est le cadre de l'expatriation. Quand en général, on est expatrié avec une entreprise. Souvent, on a les assurances qui sont liées en fait à l'entreprise. Quand on envisage de s'expatrier et puis d'habiter dans un pays, on embrasse, entre guillemets, le mode d'assurance ou de sécurité sociale du pays. Hein. Donc, ça, je pense que il y a un moment, il peut y avoir un moment de bascule où finalement, on ne dépend plus de la sécurité sociale française, mais du pays dans lequel on est accueilli, je suppose. Et à ce moment-là, on est pris en charge, je suppose, par l'assurance du pays. À moins qu'il y ait, quelquefois, il peut y avoir effectivement, ce que je vous disais, des négociations en fait entre les entreprises qui expatrient notamment certains citoyens français dans des entreprises à l'étranger, et ces citoyens français bénéficient ou continuent à bénéficier d'une assurance maladie française. Donc il faut regarder, et c'est un peu au cas par cas. On a souvent des situations de ce genre-là qu'il faut un peu, de façon singulière, essayer de démêler et puis d'aider au mieux et trouver des solutions qui soient les plus adaptées aux personnes. Un dernier, peut-être un message. Alors, mais je crois que les messages, en fait, tu l'as donné, toi, Jérôme, c'est vraiment de ne pas avoir peur et puis d'aller au-delà, justement, de ces fantasmes un peu sur les pays étrangers liés à l'hygiène, liés à la peur, etc. Xavier, un message à faire passer aux participants du webinaire sur le voyage? Moi, j'ai beaucoup apprécié le témoignage de Jérôme et ces messages-là. Moi, j'ai appris beaucoup là, sur
Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est plus pourri ailleurs. C'est pas toujours le cas. Donc on peut voilà, quand on veut. Il faut vraiment la volonté. Puis peut-être pas trop se priver. Voilà, le principe de s'appliquer la double peine. Faut essayer d'éviter. Donc des précautions, mais voilà, il faut y aller. Il faut aller au bout de ses rêves. Je crois que c'est très important. Voilà. Il y a un autre sujet, mais on en reparlera peut-être à un autre moment parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup, c'est celui de l'alimentation parce que c'est vrai que le voyage, c'est avant tout aussi goûter l'alimentation du pays. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de recommandations sur l'alimentation, mais je ne peux pas imaginer que si on part par exemple en Thaïlande où on puisse pas goûter des plats de là-bas et prendre plaisir aussi avec la nourriture. Donc, il faut à la fois prendre plaisir et être dans son voyage et puis quand même avoir toujours une petite pensée pour les précautions à prendre, je suppose. C'était comme ça l'état d'esprit, Jérôme Ouais, complètement. Après, c'est vrai que je sais ce que je ne peux pas manger, ce qui va me faire du mal. Donc j'évite. Mais si j'ai envie de me faire plaisir, je vais me faire plaisir quand même quitte à en chier un peu derrière. Mais ouais, il faut que ça reste toujours des bons souvenirs. Ouais. Je pense que c'est bien ça. Je pense qu'on va peut-être d'ailleurs peut-être conclure ici. Je crois que c'est important. Un bon voyage, c'est avant tout des bons souvenirs. Et je pense que pour avoir des bons souvenirs, même des fois quand on a des petites accroches, des choses comme ça, bah, il faut commencer par voyager et par ne pas avoir peur de voyager. Et évidemment, rien n'est impossible. Comme dirait Xavier, il faut aller au bout de ses rêves. Donc, merci à tous les deux d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions. Ce webinaire sera en replay sur la chaîne YouTube bientôt. Et en fait, on retrouve tous nos participants à la rentrée au mois de septembre pour des prochains directs de l'AFA aussi intéressants, aussi riches d'expériences. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée, bon voyage pour ceux qui partent cet été. Oui, bon voyage.